Bonjour, je crois que chacun connaît les mots célèbres que De Gaulle prononce au moment de la libération de Paris, le 25 août 1944. Mais la libération de Paris, qui pour beaucoup apparaît à tort comme une forme de borne, début de la fin du second conflit mondial, revêt à la fois des enjeux militaires complexes et également des enjeux politiques, puisque les choses sont beaucoup moins simples qu'elles n'y paraissent. Déjà, Hervé Guémard, est-ce que la libération, est-ce que Paris comme objectif militaire lors du processus de libération, c'est quelque chose qui va naturellement s'imposer aux Américains, évidemment, à Eisenhower, aux Anglais, à Montgomery. Et est-ce qu'il n'y a pas une part de rapport de force que De Gaulle va devoir introduire avec eux, avec Leclerc, pour obtenir que les troupes françaises entrent dans Paris? Bien sûr, parce que pour les Alliés, Paris n'est pas un objectif militaire. Ils veulent aller le plus rapidement possible à l'Est, se porter sur le Rhin et aller en Allemagne, et ils n'ont pas du tout conscience de l'importance symbolique de Paris. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dans Vers l'armée de métier, écrit en 1934, De Gaulle dit qui tient Paris tient la France, et donc il considère que la maîtrise de Paris est au moins autant un objectif politique que militaire. Mais les Alliés ne l'entendent pas ainsi, et sur le plan strictement militaire, ils redoutent des combats urbains qui les retarderaient énormément, avec des troupes qui n'ont pas été formées, bien évidemment, au combat urbain. Donc finalement, De Gaulle et Leclerc arrivent à convaincre Eisenhower de donner l'autorisation à la 2e DB de filer sur Paris, mais cela n'a pas été sans mal, et c'est une épopée absolument magnifique. Surtout que, à ce moment-là, se pose la question de l'insurrection, puisque De Gaulle donne des instructions à Chaban-Delmas, qui est son représentant militaire à Paris, de retarder le plus tardivement possible l'insurrection. Et il faut savoir que dans les cinémas parisiens, dans les actualités pendant cet été 1944, les Allemands montrent à l'envi le martyre de Varsovie, en disant si vous faites comme les Polonais, vous verrez ce qui va arriver à Paris. Finalement, Rol-Tanguy et les FTP décident de déclencher l'insurrection plus tôt que De Gaulle ne l'aurait souhaité. Donc on a aussi la grève des policiers qui abonde dans ce sens. Et ça aurait pu mal tourner. Et c'est ça qui est fascinant avec l'histoire, c'est que les choses peuvent toujours tourner du mauvais côté, et là, elles ont, j'allais dire, miraculeusement tourné du bon côté. Il est faux de dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de combats à Paris en août 1944. Quand on se promène dans la capitale et qu'on voit sur les murs les plaques de ces jeunes valeureux qui souvent avaient 19, 20 ans ou 21 ans, ce n'est pas vrai du tout que les combats n'ont pas été forts. Mais finalement, tout s'est bien passé. Et le général de Gaulle peut arriver à Paris, à la gare Montparnasse, y retrouver Leclerc, Rol-Tanguy, Chaban, et puis le lendemain, être à la tête de ce formidable défilé qui restera dans l'histoire. Alors précisément, vous parliez de l'enjeu politique de la libération de Paris. Après l'arrivée à la gare Montparnasse, chaque geste de Gaulle, chaque initiative est finalement calculée. Se rendre donc rue Saint-Dominique pour rétablir l'État dans le bureau qu'il occupait encore au moment de quitter Paris en juin 1940, puis le soir se rendre au balcon de l'hôtel de ville et refuser, contrairement à ce que lui demande le CNR, de reproclamer le rétablissement de la République. Est-ce qu'il y a un enjeu véritablement de pouvoir à ce moment-là? Oui, à l'évidence. Et quand De Gaulle arrive à Paris, après être passé gare Montparnasse, il ne va pas à l'hôtel Matignon, il ne va pas à l'Élysée, encore moins, il va rue Saint-Dominique, puisque c'est le ministère de la Guerre. Et il y retrouve le bureau qu'il avait quitté en juin 1940. D'ailleurs, il y a un passage extrêmement émouvant dans les mémoires sur cette séquence. Donc, il est le patron d'un pays en guerre, et donc, pour paraphraser Clémenceau, il dit en politique intérieure je fais la guerre, en politique extérieure je fais la guerre,
je fais la guerre jusqu'à ce qu'elle soit gagnée, ce qui sera le cas le 8 mai 1945. Donc pour De Gaulle, il y a un enjeu à la fois militaire et politique. Militaire, c'est de continuer le combat, d'agréger les résistants, quels qu'ils soient, FFI ou FTP ou anciens de l'armée secrète, dans la première armée française de Delattre. C'est ce qu'on appelle l'amalgame. Donc il n'y a plus de maquis, il n'y a plus de troupes armées non enrégimentées. Donc c'est l'armée française et elle seule, et c'est pourquoi d'ailleurs il va dissoudre les milices patriotiques qui sont le bras armé du Parti communiste. Et sur le plan politique et constitutionnel, il remet l'État à sa place. Et l'État républicain, bien sûr. Il ne manquait que l'État, il me revenait de le rétablir. C'est exactement ça. Mais alors, on a parfois tendance à considérer que la fête incroyable qu'est la libération de Paris est véritablement un tournant dans la libération du territoire. Et pourtant, quel est l'état de la France, en fait, au moment où De Gaulle défile sur les Champs-Élysées? Est-ce que sur le plan militaire, alors à ce moment-là, la libération est avancée? Est-ce que c'est un basculement décisif, finalement, la libération de Paris? Symboliquement, oui, parce que Paris, c'est la France. C'est ce qu'il écrit dans vers l'armée de métier. Mais sur le plan militaire, non, puisque le débarquement de Provence a eu lieu une dizaine de jours auparavant. La libération de Marseille et de Toulon a été beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense, avec des combats retardateurs des Allemands terribles. C'est aussi le moment où la division d'Asreich, qui est dans le sud-ouest, remonte vers la Normandie et se livre à ces horribles massacres de Tulle et d'Oradour-sur-Glane, dans le Limousin. Le pays est détruit, à la fois par les bombardements alliés qui ont été effectués pour soutenir le débarquement, et c'est le véritable martyre muet de la Normandie et des Normands, qu'on oublie trop souvent, et puis des infrastructures complètement détruites. Le réseau ferré, du fait des bombardements alliés et du fait des sabotages allemands après qu'ils soient partis, est dans un état épouvantable. Il y a un nombre incalculable de ponts qui sont détruits. Donc en août 1944, oui, il y a la Liesse, oui, il y a Glenn Miller à Montmartre, juste avant qu'il ne meure d'ailleurs, mais la France est un pays traumatisé par plus de 4 années d'occupation très dure, par des destructions massives, et puis par cette période qui n'est pas reluisante d'épuration sauvage. C'est un pays à la fois qui retrouve une certaine unité dans la victoire, mais qui est aussi profondément divisé contre lui-même. C'est ce que le président Pompidou avait dit, cette période où les Français ne s'aimaient pas. Et la personnalité du général de Gaulle permet de subjuguer toutes ces fêlures. Et c'est un pays qui a encore de lourds combats devant lui, puisque finalement beaucoup des libérateurs de Paris, de la 2e DB, perdront la vie quelques mois, quelques semaines plus tard, lors des combats dans l'est de la France, dans les Vosges notamment. La campagne que mène à la fois la 2e DB et la première armée française, qui remonte le Rhône pour aller jusqu'à Colmar, où il y aura des combats vraiment très difficiles, est une période extrêmement meurtrière pour les armées françaises. Et d'ailleurs, pour la 2e DB, qui a ardemment combattu dans les sables du désert, la campagne des Vosges, notamment, est beaucoup plus meurtrière que tout ce qu'a subi la 2e DB depuis sa création. Donc, merci Hervé Gaimard. On voit finalement tous les aspects un peu ambivalents de cette libération de Paris, un moment de joie, un moment de renaissance, mais aussi une étape donc, dans un processus de libération qui est encore loin d'être achevé. Merci. Je pense qu'on peut résumer cet été 1944 en disant qu'il fut tragique et libérateur à la fois. Et c'est toute l'ambiguïté de cette période.